1. On accueille Farid Alib et Delphine Alib. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le papa et la maman de Yanis, ce jeune de 17 ans qui malheureusement s'est donné la mort l'an dernier. C'était en Haute-Savoie, le 30 mars 2025. C'était quelques jours avant ses 18 ans, je crois. Oui, 3 jours avant ses 18 ans. 3 jours avant. Il avait appris par hasard la libération anticipée de celui qu'il avait agressé sexuellement, alors qu'il n'avait que 12 ans. C'était un voisin. C'est bien ça, Delphine? Oui. Et je crois que c'est vous, monsieur, qui l'avez appris, cette libération, par hasard, dans une conversation. Oui, oui. Personne ne vous avait prévenu de la libération de l'agresseur de votre fils. On avait anticipé parce qu'on savait qu'il allait être mis en liberté incessamment sous peu. Je connais quelqu'un qui le connaît très bien, un ami très proche. Je l'ai appelé et je lui ai demandé s'il avait eu des nouvelles quant à sa remise en liberté. Et il m'a dit qu'il avait été libéré il y avait déjà 2 semaines. Voilà comment on l'a appris. Pas de courrier, comme monsieur le procureur nous l'a dit, jamais reçu, du moins. Bien sûr. En tout cas, ça, on ne l'a jamais reçu. Donc, on s'est retrouvé un petit peu... Pris de court. Oui, vraiment pris de court. Et Delphine, comment Yanis a réagi quand il a su que celui qu'il avait... Alors, il faut même préciser à nos auditeurs téléspectateurs que Yanis a été agressé lorsqu'il avait 12 ans et qu'il a mis beaucoup de temps à vous en parler. C'est ça, hein? Oui, il a mis 3 ans pour nous en parler. Et avant de nous en parler, déjà, il est passé par l'association Karl, donc par Stéphie. Et à partir du moment où Stéphie l'a su, il a été obligé de nous en parler, parce que comme il était mineur, elle est obligée de passer par la voie judiciaire. Donc, il n'a pas eu le choix que de nous en parler. Donc, voilà. Il vous en a Après, parlé. L'homme a été arrêté. C'était un récidiviste. C'est ça, multirécidiviste. Prise en période probatoire. D'accord. Donc... Qui a été condamné à 5 ans ferme, alors qu'il encourait jusqu'à 14 ans. Oui, il encourait jusqu'à 14 ans. La procureure a demandé 8 ans et la juge a admis 5 ans. Et sur les 5 ans, il a fait que 2 ans et 4 mois. 2 ans et 4 mois. Et il aurait dû avoir 1 an de bracelet et il en a eu 9 mois, début février jusqu'à décembre. Et il vit à 3 km de votre domicile. De chez nous, on le croise régulièrement. Moi, je l'ai croisé au cimetière. Je pense qu'il allait au cimetière. Au cimetière sur la tombe de votre fils? Oui. Il va sur la... Oui, oui. Et vous le croisez au cimetière? Oui. Mais il nous cherche du regard, il nous provoque, c'est plein de choses comme ça. Farid, c'est un lieu public. Il faut savoir qu'en plus de ça, il a été recondamné ultérieurement, après sa remise en liberté, pour détention de photos pédopornographiques. Confusion des peines oblige, il ne fait pas sa peine de 9 mois, donc voilà. Donc c'est un peu... c'est un petit peu dérangeant tout ça quand même. Non, c'est pire que dérangeant. Et vous voyez bien que mon épouse, je ne vais pas vous cacher que ça fait... elle s'en remet pas. Clairement, depuis le mois de juin de l'année dernière, elle est sous nutrition. C'est assez compliqué, le fait de le croiser régulièrement, ses provocations, ses sourires narquois, son ouverture de fenêtre quand il passe à côté d'elle. Voilà, il y a un moment... Dans la rue? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est mon Après, oui, dans la rue, au magasin où on va faire nos courses, il laisse passer des gens jusqu'à ce que mon épouse et ma fille se retournent. Plein. Mais c'est du harcèlement, en fait, ça, non? Oui, mais bon, il rentre jamais en contact avec nous, quoi. Pour eux, ils rentrent pas en contact. Alors, c'est bien ce que je disais, déjà. Où s'arrête... Quand est-ce qu'ils rentrent en contact avec nous? Moi, j'estime que déjà... le fait d'attendre, rien que ça, de la chercher du regard, c'est presque rentrer en contact. Quand tu vas liker une publication, quand tu viens de sortir de prison qui date du procès, c'est rentrer en contact. Indirectement, certes, mais il rentre en contact, c'est pas normal. Delphine, je reviens juste au moment où Yanis apprend que l'homme qu'il a agressé lorsqu'il avait 12 ans sort de prison. Comment il réagit? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? À ce moment-là, il était avec son papa. Donc c'est Farid qui lui apprend. Il venait d'acheter une voiture pour ses 18 ans. Vas-y, je te laisse. Oui, je suis arrivé, il était dans sa voiture en train de la préparer pour son permis de conduire. On avait dit qu'on la rénoverait et je suis arrivé, je lui ai dit « Yanis, il faut que je te parle ». Il m'a dit « oui ». Je lui ai dit « je suis désolé, il a été relâché ». Et sa première action, c'est « ah ». Donc nous, tout de suite, c'est « est-ce que tu veux qu'on prenne un rendez-vous avec la psy et tout ça ?» Non, c'est bon, t'inquiète pas, je gère. Bon, voilà, il a géré pendant 1 mois et demi et malheureusement, après, à la suite de ça, il s'est donné la mort. Il s'est donné la mort. Oui. C'est difficile, évidemment. Pas évident. Pas évident. Vous savez, on s'en veut en tant que parent. On a l'impression qu'on a échoué à l'aider. On a fait ce qu'on a pu, du mieux qu'on a pu. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et de toute façon,
tant qu'il était dans les parages, il y avait quasiment rien à faire. Malheureusement, je pense qu'on aurait beau tout essayer. Si la solution ultime aurait été de déménager, mais malheureusement, en 1 mois et demi, c'était impossible. C'est un peu court, c'est pas possible. Alors, et quand bien même, oui, comme elle dit, c'est pas à nous de déménager. C'est pas à vous de déménager, évidemment. Il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale le 12 avril dernier, qui porte le nom le 12 mai, pardon, qui porte le nom d'Yanis, la loi Yanis. C'est ça. La justice devrait, si elle passe au Sénat, si elle ensuite, voilà, elle fait tout le travail le parcours parlementaire, la justice devrait informer maintenant les victimes de la libération de leurs agresseurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose et que ça va dans le bon sens? Bien sûr, ça va dans le bon sens. C'est une histoire de logique. Je pense que on veut tous savoir à un moment ou l'autre si on est protégé ou pas. Là, il n'y a rien eu. On n'a pas été prévenu. Et c'est pas un courrier simple. On ne prévient pas des gens avec un courrier simple. Il faut qu'on soit prévenu à l'avance, qu'on puisse s'organiser et anticiper. Là, il n'y a rien eu. On s'est retrouvé vraiment le bec dans l'eau, c'est le cas de le dire. Bon, après, cette loi, attention, il n'y a pas que le courrier qui est important, il y a quand même la mesure d'éloignement avec l'interdiction de résider proche des victimes. Ça, je trouve que c'est très, très important. Et il y a aussi, bien évidemment, le fameux guichet unique qui est très important, qui sera même vital, je pense, à terme. Un guichet pour toutes les victimes, pour centraliser les démarches qu'elles doivent faire, etc. Voilà. Éviter la répétition, pour éviter le traumatisme. Voilà. Déjà que c'est un traumatisme. Pour raconter son histoire 15 fois, c'est ça, devant des enquêteurs différents. Et c'est terrible pour vous, Delphine. Cette loi, elle est suffisante ou pas? Pour le moment, oui. Après, il va falloir s'attaquer au quantum des peines et les peines planchées. D'accord. Ça, c'est des choses où, en fait, il n'y a pas de... à partir du moment où on est récidiviste, il n'y a pas de remise de peine ou quoi que ce soit. C'est des peines... Je pense que cette personne-là va recommencer, a déjà recommencé. Donc... C'est un récidiviste, c'est 2 criminels récidivistes. Oui, mais là, actuellement, il a recommencé. Oui, il a recommencé. Il a une plainte qui est en cours. Bon. Une autre plainte depuis sa libération. Mais bon, il s'en est pas pris à un mineur. Cette fois, il s'est bonifié dans ses actes. Il a pris un jeune adulte. Oui, vous le dites ça avec, tu imagines la douleur que ça le sait, il se bonifie avec le temps, donc dans sa bêtise, en fait. Donc, vous êtes en colère, j'imagine, 2 ans et 4 mois d'incarcération pour avoir violé votre fils de 12 ans. En fait, c'est pas suffisant. Ah ben non, mais pour lui, c'est... en fait, on le laisse dans le fond d'une prison et on sait, on lui coupe la tête, on lui coupe les bras, Non, on peut pas dire ça. Non, mais... la peine de mort n'existe pas. Voilà, c'est quelque chose où... je suis désolée, mais pour des personnes comme ça, on devrait remettre la peine de mort. Bon, alors ça c'est votre avis. Non, mais écoutez, vous avez le droit d'exprimer vos opinions. Mais moi, je dois aussi rappeler qu'évidemment la peine de mort est interdite dans notre pays et que c'est constitutionnel. Mais j'imagine que vous avez une grande colère, évidemment, Farid, qui vous anime chaque jour, surtout quand vous le croisez. Moi, j'ai pas la chance de le croiser. C'est comme ça. Pour le moment, ça m'est jamais arrivé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai du mal à admettre qu'un multirécidiviste comme ça se retrouve encore une fois en liberté. On sait pertinemment qu'il va recommencer, qu'il y a eu des rapports d'expertise, des psychiatres qui ont dit qu'il était à fort potentiel de récidive et qu'on le remette en liberté. Ça, je ne peux pas le concevoir, je trouve ça inadmissible. Vous vous sentez abandonné par la justice? Mais carrément. Bien entendu, quand on a vu Monsieur le Procureur, quand Monsieur le Procureur nous a gentiment dit si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à déménager. Si c'est pas maintenant c'est fini, débrouillez-vous, c'est un abandon, c'est clairement un abandon. Donc c'est bien pour ça qu'on a voulu qu'il y ait une loi qui soit claire, nette. C'est sûr, c'est pas assez. Il y aura des choses à refaire, mais comme on l'a déjà dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est juste la première pierre de l'édifice. Après, il faudra faire évoluer la loi. Et pour le moment, ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que vous demandez à Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui a déjà annoncé que les crimes sexuels contre les enfants, il souhaite que ce soit imprescriptible? Qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui? D'appliquer ce qu'il a dit, tout simplement. Tout simplement, déjà, c'est déjà un très grand pas. Vous savez, Yanis nous avait dit à l'époque, m'avait dit personnellement que 3 enfants sur 10 étaient potentiellement victimes d'agressions sexuelles. Donc dans sa classe, ça représente 9 enfants sur 30. Je vous laisse imaginer, il était le seul à avoir porté plainte. Les 8 autres, ils doivent grandir avec ça, vivre avec ça toute leur vie.
je pense que se libérer à un moment ou l'autre, ça ne peut que faire du bien. C'est mon opinion. Ensuite, après, chacun sera libre de ses choix à ce moment-là. Mais au moins, on ne pourra pas dire « Ah bah oui, mais maintenant, non, il y a prescription, on ne peut plus rien faire. » Bien sûr. Delphine, la libération de la parole des jeunes victimes, c'est important. Il a fallu que votre fils passe par le biais de l'association Carl pour que cette parole se libère. Et ça, ça a été extrêmement important. Et oui, ça a été extrêmement important. C'est quelqu'un qui lui a fait découvrir l'assaut. Donc, cette personne-là, je la remercie parce que peut-être qu'aujourd'hui, il n'aurait toujours peut-être pas parlé. Donc, voilà. Mais après, faut que les jeunes continuent à parler parce que c'est important. Faut nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils parlent parce qu'on sait qu'il y en a d'autres et qu'ils n'osent pas parler. Et maintenant, il faut. Et on est à Paris, il y a un scandale dans le périscolaire qui chaque jour nous apprend qu'il y a des nouvelles victimes. C'est absolument terrible, cet engrenage de la pédocriminalité sur des jeunes enfants. Oui. Vous avez un livre que vous voulez nous montrer, oui, bien sûr. Farid. Ça fait partie de la collection Alerte, des éditions de l'Observatoire. C'est le livre de Stéphie Alexandrian, Les violences qui tuent l'enfance, l'enfer intrafamilial. Tous les bénéfices de ce livre sont reversés à l'association Carl. Faut savoir que désormais le monde associatif, c'est très compliqué financièrement. Ils ont besoin d'aide pour aider nos enfants, vos enfants, les enfants de tout le monde, qu'on soit de tous bords, de toute origine. C'est très important et sans eux, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. Et je lui en remercie énormément, ainsi que Virginie Duby-Muller et Laure Miller, bien sûr. Qui ont porté le texte de loi. Et oui, bien sûr, qui ont porté haut et fort ce texte. Et c'est une belle aventure avec eux. Et on sait que sans eux, on n'y serait pas arrivé. On vous écoute, Farid et Delphine, vous êtes les parents de Yanis. Et Éric Revel et Jean-Michel Salvatore, on est sous le choc de ce qu'on vient d'entendre, des défaillances de la justice. Qu'est-ce que vous voulez leur demander, Éric ? Quel adolescent était-il ? C'est-à-dire quels étaient ses rêves? Qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie? Alors Yanis voulait faire médecine. Il faut savoir qu'il était en terminale quand ça s'est produit. Il s'est donné la mort. Il avait fait ses choix pour son avenir professionnel sur Parcoursup. Il a été pris partout. Dans toutes les écoles de médecine qu'il voulait faire, il était pris. C'était un enfant, à part bien sûr ce problème qui l'a profondément touché et blessé, la preuve en est, il a toujours été tourné vers les autres, toujours dans l'aide. Vous savez, encore aujourd'hui, on nous apprend, Yanis, qu'est-ce qu'il a pu m'aider, me soutenir pour des enfants, même des jeunes victimes adultes. Il a essayé d'aider du mieux qu'il pouvait. C'était un enfant... C'était notre fils. Jean-Michel. Moi, ce qui me choque beaucoup dans votre histoire, dans l'histoire de Yanis, c'est d'abord la condamnation du début. Parce que je trouve que quand on viole un enfant, être condamné à 5 ans, déjà, on se dit que c'est pas beaucoup. Et de voir que l'auteur de ce viol sort au bout de 2 ans et 4 mois, on se dit que vraiment là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, la question que je me posais, c'est de savoir si le juge qui a pris la décision de libérer ce monsieur, est-ce que vous l'avez revu et est-ce qu'il s'est senti une responsabilité dans le geste de Yanis ? Je voudrais juste revenir sur une chose. C'est pas un viol, c'est une agression sexuelle. Il faut bien faire le distinguo parce que c'est pas du tout les mêmes peines encourues. Alors, le juge d'application des peines, on ne l'a jamais rencontré. C'est une femme. On s'était dit, une femme, en général, c'est beaucoup plus sensible à ce genre d'affaires, à ce type d'affaires. Ma foi, pas du tout. On ne l'a jamais rencontrée. Elle n'a jamais émis le souhait de nous rencontrer. Déjà, pour rencontrer monsieur le procureur, ça a été un petit peu compliqué. Mais on n'a jamais eu de nouvelles. Non. Jamais. C'est très compliqué. Il faut savoir que la communication avec le tribunal de Bonneville est un peu compliquée. En Haute-Savoie. Oui, c'est vraiment très compliqué. Et à chaque fois qu'on s'est retrouvé ou face aux médias ou à l'Assemblée nationale, ils ont commencé à fournir des documents qu'on réclamait entre deux. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, quand on est venu pour les élections, pour le vote, ils ont enfin donné... Normalement, ils n'étaient pas obligés, mais ils ont enfin donné le rapport d'expertise et pour savoir dans quelles conditions il était libéré.
Voilà, donc ça c'était déjà une chose. Quand on avait été à une réunion aussi à l'Assemblée nationale avec Monsieur Dio, Virginie Duby-Muller, Laure, enfin et d'autres partis, ils nous ont enfin envoyé un courrier pour nous dire comme quoi l'agresseur n'avait plus de bracelet électronique. Ils l'ont envoyé 2 mois plus tard. Le jour même, vous savez, on était sur la route, on nous a dit faut absolument qu'on passe chez vous donner un courrier. Non, mais il y a un moment, il y a quand même un souci, quand même. C'est très particulier. Je ne remets pas en cause notre système judiciaire, encore que. Parce que quand on voit malheureusement. Vous auriez de quoi, honnêtement, vous auriez de quoi. Et vous êtes malheureusement trop bien placé pour savoir à quoi ça peut conduire. Une question peut-être de Louis Dragnel. Non, plus une remarque. Enfin, moi, je suis assez impressionné par ce que vous nous dites, et ce que vous êtes aujourd'hui en face de nous. Ce qui est épouvantable, c'est à la fois le drame qui s'est produit et pour vous ensuite qui restez sur terre, le fait de se sentir aussi démuni. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve absolument abominable et honteux, c'est l'absence de réponse de la justice. C'est l'absence de réponse à même que vous demandez des communications de documents, de pièces, de dates, d'éléments, et qu'on vous réponde pas et que vous découvrez tout en fait. Par le biais de votre vie courante, vous découvrez que le type, il est là, alors personne ne vous a prévenu. Et ça, c'est une honte absolue. Et je pense que l'intégralité des téléspectateurs et des auditeurs qui vous écoutent sont scandalisés et vous soutiennent. Ouais. Et pour terminer, vous, madame, enfin moi j'ai été assez touché par ce que vous avez dit justement et je comprends très bien pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, face à l'impuissance, l'inaction de l'État, vous vous dites en fait il faut que plus jamais ce qui s'est produit avec mon fils puisse se produire avec quelqu'un d'autre. Et la seule solution que vous trouvez, et je pense que les Français qui souhaitent, et je sais que c'est un débat très polémique, mais le rétablissement de la peine de mort, c'est pas parce qu'il y a une volonté, on voit qu'il n'y a aucune volonté de vengeance dans vos mots. Non. Ce que vous souhaitez simplement, c'est faire en sorte que la société, la justice puisse éviter d'autres drames. Et vraiment, c'est un débat qui est très important aujourd'hui, parce qu'il faut que la justice soit efficace, et c'est ça qui permet précisément d'éviter le retour de la peine de mort. Delphine ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Louis ? C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, des personnes comme ça, on sait qu'ils vont récidiver, donc en fait, il ne faut pas qu'ils sortent. Il faut qu'ils restent enfermés. Voilà. Et moi, je me dis que le jour où mon fils, mon dernier, où mon mari vont tomber dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous, Farid, vous tombez sur lui ? Vous voulez que je vous dise, sincèrement, j'en ai aucune idée à l'heure actuelle. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Le contexte, dans quel état on est, le fait de tomber nez à nez quand tu t'y attends pas. Est-ce que je vais tout me prendre dans la figure ? Comment est-ce que je vais réagir ? Physiquement, verbalement, on n'en sait rien. Et c'est là même tout l'intérêt, je trouve, de ce courrier pour nous prévenir. Parce qu'on a des droits, ok, mais on a aussi des devoirs. Et il n'y a pas de souci. C'est aussi important pour lui. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je trouve ça complètement incohérent. J'ai du mal avec tout ça, en fait, mais c'est pour ça qu'on s'accroche. On va y arriver, coûte que coûte. Je persisterai. S'il faut qu'on fasse des allers-retours Haute-Savoie, Paris pour aller voir. Vous serez les bienvenus à chaque fois sur le plateau. Merci beaucoup. Mais non, on s'accroche et on lâche rien. Il y a beaucoup trop d'enfants, d'avenir d'enfants qui sont en jeu. Bien sûr. L'actualité nous en parle tous les jours. Tous les jours, on voit des drames. C'est pas possible. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Et je reprends les mots de votre fils quand il a appris qu'il est posté, je crois, sur les réseaux sociaux. Savoir que l'homme qui m'a enlevé 3 ans de ma vie soit dehors en liberté à même pas 3 km de chez moi me répugne tellement. J'ai envie de crier, pleurer, casser. Cet homme m'a brisé, détruit, sali. Aujourd'hui, c'est pour sa mémoire que vous vous battez et pour tous les enfants en danger dans ce pays. On rappelle le numéro de téléphone, le 119, évidemment. Oui, bien sûr. Pour tous ceux qui sont agressés. Oui. Le numéro confidentiel et gratuit. C'est dur sur 7, 24 heures sur 24. Merci beaucoup d'être venus à tous les deux. Merci de nous avoir reçus. Témoignages. Et sachez que nous soutenons évidemment toutes vos démarches dans cette terrible épreuve. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.